Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ce plateau de la 3e édition des Human Tech Days. Cette semaine que la région Centre-Val de Loire organise dédiée au numérique et la mise en avant de ce que l'on peut faire sur nos territoires en matière d'accompagnement au numérique. Aujourd'hui, nous allons parler d'IA avec nos deux intervenants. Mais avant cela, j'aimerais bien sûr vous préciser que même si l'on est à distance, et bien sûr on aurait aimé que vous soyez tous présents avec nous dans cette magnifique salle, mais vous pouvez bien sûr interagir avec nous via le hashtag HTD 2021 et via le numéro de mobile qui a été mis à disposition pour que vous puissiez nous envoyer vos questions, qui doit apparaître normalement sous la vidéo. Et donc je vais vous le redonner, le 07 67 00 68 61. N'hésitez pas, je les reçois en direct et donc je pourrai transmettre vos questions à nos intervenants. Frédéric, bonjour. Frédéric Ross, vous êtes directeur de la Technopole d'Orléans et vous êtes aussi computing scientist, et c'est notamment à ce titre de passionné de sciences et d'intelligence artificielle que nous vous avons demandé d'intervenir pour nous parler d'IA et comment les entreprises peuvent se saisir de l'IA pour justement créer de la valeur. Je laisse la parole. Merci, Mélodie. Bonjour à tout le monde. Effectivement, j'ai titré mon intervention « L'IA du buzz à la réalité ». Alors pourquoi du buzz à la réalité? Parce que tout le monde aujourd'hui parle d'IA, voilà. Mais finalement, l'IA appartient qu'à un petit nombre d'experts qualifiés et peut-être n'est pas assez introduit justement dans nos petites entreprises. Donc dans l'idée, je vais assez rapidement, ce n'est pas un cours de data ni d'IA, mais donner quelques concepts, notamment autour du big data. C'est quoi le big data? Puis je parlerai d'IA, de machine learning. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on parle? On parle d'apprentissage, mais ça veut dire quoi? Peut-être un petit focus sur ce qu'est un modèle, puisque c'est le plus important finalement. Un petit mot sur ce qu'est le deep learning, puisque c'est aujourd'hui de ce dont on parle très souvent. Et probablement le plus important pour le public, la mise en place d'une IA, en parlant de méthodes et de warning. Et enfin, je parlerai du Labia Loire-Vallée, qui est une initiative régionale justement pour démocratiser l'IA. Alors très rapidement, l'IA est multi-sujet. C'est un sujet qui est à la fois scientifique, économique, juridique, qui fait beaucoup parler aujourd'hui. Peut-être pour parler aux plus anciens, les plus anciens ont connu AltaVista, qui était le premier moteur de recherche, en fait, qui était basé sur des mots-clés, et on pouvait, à partir de ces mots-clés, indexer les pages. Puis, il y a un grand acteur, Yahoo, qui, lui, a payé des milliers d'étudiants, en fait, pour catégoriser et faire mieux qu'AltaVista. Et est arrivé un acteur, Google, qui, lui, s'est dit, ben moi, je pense qu'il y a assez de liens dans tous les sites pour pouvoir trouver une intelligence qui permette de mieux surfer sur Internet, et c'est toujours cet algorithme qui aujourd'hui existe. Alors, très très rapidement, tout le monde connaît un petit peu, en 1997, Deep Blue bat le champion du monde. On lui reproche de ne pas être intelligent, effectivement, parce qu'on lui reproche d'avoir appris toutes les combinaisons, et c'est pour ça qu'il a battu un humain. Sauf qu'en 2016, AlphaGo bat Licidol. Lui, il s'adapte à son adversaire et il y a de l'apprentissage. AlphaZero fait encore mieux. Il utilise une autre pratique qui s'appelle l'apprentissage par renforcement, dont je dirai quelques mots tout à l'heure. En 2018, encore autre chose, Libratus, pendant une journée, analyse la manière dont les experts jouent au poker et le lendemain, ils les gagnent tous. Alors juste data, de quoi on parle, big data. Les data, elles peuvent être structurées. Donc ça, c'est ce dont on est le plus habitué. Elles peuvent être semi-structurées ou non structurées. Une image est une data non structurée. Des tweets sont non structurés. Du coup, on a tous des data, des données à exploiter? Aujourd'hui, on vit qu'avec de la data. Sauf que depuis très longtemps, on savait traiter de la data simple. J'ai une température, une humidité. Ça, c'est de la data simple. Quand vous traitez à la fois une image, un flux Internet, un son, eh bien, la data elle est plus structurée.
Voilà, c'est ce qui est la complexité. Justement, la data est multidomaine. Vous voyez, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elle adresse le monde des databases, de la pattern recognition, de l'intelligence artificielle et du machine learning, et adresse énormément de domaines. Alors, d'où ça vient ce mot big data? Est-ce que c'est une data qui est devenue grande ou c'est autre chose? Bon, 3 points essentiels: la disponibilité des données aujourd'hui, la capacité de stockage et la capacité d'analyse. En général, on définit le big data à partir de 5 mots-clés: le volume, la vitesse, la variété, la variabilité et la valeur, qui est le plus important d'un point de vue économique, parce qu'on est capable de créer de la valeur. Donc, je vais juste rappeler l'explosion des données, des milliards de SMS, de tweets, de recherches Internet. L'IoT qui explose, c'est plus de 80 milliards d'objets IoT en 2020. La baisse du coût de stockage de la donnée, l'augmentation de la puissance de calcul. Donc aujourd'hui, tout ça permet de développer de nouveaux produits, des offres optimisées et surtout la prise de décisions intelligentes avec une réduction de coûts et de temps. Voilà la valeur, comment elle est générée. Et donc, quel est le lien entre big data et du coup intelligence artificielle? Eh bien, l'intelligence artificielle et le big data sur le papier ne sont pas liés, sauf que c'est parce qu'on a toute cette data qu'on peut faire construire en grande quantité et en variété, qu'on peut construire des systèmes beaucoup plus intelligents. Je montrerai quelques exemples tout à l'heure de ce qu'on a pu faire et qu'on ne pouvait pas faire avant, justement, avant cette période de big data. Et ce qui est important aussi, c'est que les technologies d'hier ne pouvaient pas gérer ça. Et en fait, aujourd'hui, il a fallu inventer de nouvelles technologies pour pouvoir justement traiter cette data qui est très hétérogène, qui arrive de partout et qui est beaucoup plus difficile à traiter que la simple data statique qu'on avait dans nos fichiers Excel. Alors, je vais décevoir beaucoup de monde, mais quelque part, la donnée est bien plus importante que l'algorithme aujourd'hui. Vous mettez aujourd'hui 5 geeks dans une chambre avec un problème. On a tous les outils aujourd'hui pour développer des trucs fantastiques. Et les gens qui sont en avance aujourd'hui, donc les GAFAM, eux ont compris ça depuis longtemps. Et je dirais que le retard à rattraper, il est plus au niveau de la donnée qu'ils ont pu récolter que sur l'intelligence et l'algorithmie. Alors, juste pour synthétiser, le vieux monde, c'est les petites bases. La data est utilisée pour valider les assumptions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'expert explique son raisonnement et que finalement, on transcrit ce raisonnement pour faire un système d'intelligence artificielle. L'expertise humaine a toujours le dernier mot. Le nouveau monde, c'est des grandes bases hétérogènes. Et cette fois-ci, la data est utilisée pour générer les assumptions. Ça change tout. Ça veut dire que c'est la data qui permet de découvrir de l'information et de la connaissance, ce qui est absolument différent de ce qui se passait avant. Le software a toujours le dernier mot. On parle de millisecondes alors qu'on parlait de mois. Et les formats aussi sont beaucoup plus compliqués. Okay. Aujourd'hui, vieux monde ou nouveau monde quand on a des suggestions sur les plateformes de streaming Alors, et bien entendu, on va parler de nouveau monde. Si on prend par exemple, sans détailler, d'ailleurs je n'ai pas étudié l'algorithme de recommandation de Netflix, eh bien un individu n'est pas capable, on n'a pas assez d'informations pour un individu pour pouvoir prédire ses recommandations. On va utiliser ce qu'on appelle le concept de filtrage collaboratif qu'on va mutualiser justement avec la data personnelle. Et c'est l'interrelation entre les gens et un film est représenté par beaucoup d'informations et chaque personne par beaucoup d'informations. Mais quand je vais aller chercher des personnes qui ressemblent à d'autres personnes et que je vais mutualiser tout ça avec une fonction de coût, je ne vais pas rentrer dans les détails, pour optimiser une fonction de qualité, eh bien je vais arriver à une recommandation qui est fiable. Et ça, c'est le nouveau monde. D'accord. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions via le hashtag HTD2021 et via par SMS. N'hésitez pas. Alors, très rapidement, juste pour dire que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, tout le monde finalement associe l'intelligence artificielle au deep learning. Sauf que c'est bien plus que ça. L'intelligence artificielle, c'est en fait une classe d'algorithmes qui inclut le machine learning, qui inclut le deep learning.
L'IA, c'est finalement toute forme de comportement intelligent que l'humain intègre dans sa machine. Elle peut être symbolique ou non. Voilà. Donc, il s'agit d'algorithmes basés sur cette notion d'apprentissage. L'apprentissage peut être une définition simple, c'est un process par lequel un système va améliorer sa performance à travers l'expérience. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc ces algorithmes, finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils analysent des données de manière supervisée ou non supervisée, je vais en parler tout à l'heure, et ça permet d'appréhender de nouvelles situations. Alors, c'est vieux, 1950, les vaches maigres pendant très longues années, et aujourd'hui, l'IA se démocratise. Ça veut dire que, on va dire, depuis 2015, on est capable d'industrialiser des solutions d'IA. Ça semble quand même assez compliqué, c'est quand même des métiers de spécialistes. Ou est-ce qu'aujourd'hui, on a des briques sur étagère qu'on peut mettre en œuvre en tant qu'entrepreneur? Alors, la révolution aujourd'hui, c'est que c'est toujours un métier de spécialiste, mais n'importe quel informaticien, aujourd'hui, a à disposition, grâce aux GAFAM, justement, qui ont mis leurs outils à disposition, des briques logicielles permettant très facilement de réaliser des IA. À l'époque, on développait tous en C, C++. Aujourd'hui, avec toutes les librairies qui sont sous Python, et je ne vais pas faire de la pub pour l'un ou l'autre, eh bien, en 15 lignes, vous pouvez faire un premier programme d'IA. Ça, c'est une vraie révolution. On a démocratisé l'utilisation des outils. Alors, des exemples, il y en a plein. Hein. L'apprentissage d'un robot qui est capable, donc tout à l'heure, je vais vous faire une petite vidéo, la reconnaissance de caractères manuscrits, et j'aurai beaucoup de nombreux exemples. Alors, ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'il y a 3 types d'apprentissage. L'apprentissage dit supervisé, non supervisé et par renforcement. Voilà. Alors, l'apprentissage supervisé, c'est quoi? En fait, dans l'apprentissage supervisé, on va présenter au système des entrées et des sorties. Voilà. Des sorties qui vont être étiquetées. Et on va avoir un processus en 2 phases. Dans une première phase, on va essayer de décrire une fonction, une espèce de boîte noire qui essaie de faire le lien entre ces entrées et ces sorties. Je présenterai tout à l'heure de très très simples exemples, qui constituent à prédire l'étiquette d'une nouvelle donnée. Par exemple, une molécule qui est toxique ou non toxique, je vais lui apprendre des tas de molécules en lui disant, mais voilà la molécule, celle-là elle est toxique, celle-là elle n'est pas toxique, et je vais lui présenter une molécule inconnue, et le modèle, grâce à son apprentissage, va faire une prédiction de toxicité. Voilà, c'est très utilisé aussi dans le domaine de la médecine. Vous avez un petit exemple. Donc, un exemple extrêmement simple. Si je veux, par exemple, je suis à Paris et je veux prédire finalement ou avoir un outil capable de me donner en fait le prix d'un appartement ou d'une maison dans un quartier donné, eh bien, je vais implanter un modèle, je vais le tester. Ce modèle va avoir des erreurs. Je vais modifier ces erreurs au fur et à mesure de l'apprentissage. Et au bout d'un moment, eh bien, si ça converge, voilà, excusez-moi pour le vocabulaire, eh bien, je vais avoir un modèle prédictif qui pourra s'améliorer au fil du temps, qui pourra aussi évoluer. Et c'est l'apprentissage supervisé, c'est ça. J'ai un professeur, j'ai des exemples. Je dis, bah, tel endroit, il y avait telle surface, tel prix. Et finalement, l'IA, en fait, c'est même pas de l'IA, c'est de la petite IA, va apprendre à comprendre le phénomène entre des données empiriques en entrée et des données empiriques en sortie. Voilà un autre exemple. Par exemple, ici, c'est le profit d'une entreprise en fonction de ses dépenses de R&D, administratives, marketing, et par rapport à l'État. Et je vais utiliser un modèle qui est ultra connu depuis des années, qui est utilisé en finance, en météo, qui s'appelle la régression logistique, où finalement, je vais trouver des coefficients B0, B1, B2, B3 et je ne sais pas d'autres, voilà, qui vont me permettre de faire une prédiction, c'est-à-dire que je vais avoir en entrée dans tout ce qui est en bleu, et finalement, je vais pouvoir, en fonction de certaines dépenses R&D, certaines dépenses administratives, de marketing et par rapport à un État, je vais pouvoir prévoir le profit. Ça, c'est de l'apprentissage supervisé, ça s'appelle la régression logistique. Alors, un apprentissage qui est moins connu, c'est l'apprentissage dit non supervisé. En fait, aucun expert n'est requis, et c'est probablement celui qui est le plus troublant. En fait, l'algorithme va découvrir tout seul
la structure plus ou moins cachée de ces données. Donc en fait, on va travailler qu'avec l'espace de description, et vous allez voir un exemple dans le domaine du marketing, notamment parce que c'est très très utilisé. L'idée, c'est d'expliquer que dans la population que j'ai, eh bien, il y a des gens qui se ressemblent plus que d'autres, et si j'arrive à justement trouver des classes homogènes, des gens qui sont plus proches les uns des autres, probablement je vais pouvoir avoir une stratégie pour telle ou telle classe, et donc j'ai découvert une certaine connaissance que je vais utiliser et je vais pouvoir potentiellement faire de la prédictivité après ça. Vous voyez un exemple pour bien comprendre le supervisé non supervisé, l'application classique où j'étiquette des chiens, des chats, donc j'ai une grande base de données où je dis ça c'est un chien, ça c'est un chat. Voilà, donc ça j'ai un professeur. Et donc, je vais apprendre au système à déterminer si j'ai un chien ou un chat. Dans la deuxième, j'ai plein de champignons différents, mais je ne sais pas quoi en faire. Est-ce que le système est capable de me faire des familles de champignons différentes qui pourront être utilisées par les spécialistes? Ça, c'est l'apprentissage non supervisé. Est-ce qu'on ne risque pas d'arriver à des boîtes noires qu'on ne sait pas comprendre et qu'on ne sait pas expliquer? Alors, on sait... dans le deep learning, justement, aujourd'hui, c'était une grande question, c'est qu'on arrive à faire des systèmes capables de faire des prédictions phénoménales, parce qu'on a beaucoup de data. Par contre, on a la problématique de l'explicabilité. Ça existait déjà à l'époque des réseaux de neurones classiques, et aujourd'hui, justement, c'est d'une tendance de la recherche d'avoir des modèles plus explicables. Ou encore, d'utiliser de l'expertise qu'on va mélanger avec de la data pour avoir des systèmes hybrides. C'est un des soucis majeurs en fait, du deep learning. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on demande un minimum d'explicabilité. Et au niveau européen, il n'y avait pas de cadre juridique. Aujourd'hui, il y en a. Voilà, donc ça, c'était... Je vais passer Le temps file, hein, on pourrait en parler des heures. On pourrait en parler des heures. Je vais peut-être parler 2 minutes d'apprentissage par renforcement. Alors, il est très intuitif et très simple à comprendre. L'idée, c'est l'idée de la récompense ou de la punition. Je suis un enfant, un bébé, j'apprends à marcher. Je vois qu'en faisant certains pas, je tombe. En faisant des choses différentes, j'arrive à avancer. Bon, là, vous avez le cas de la voiture. Et donc, je vais faire une intelligence qui va apprendre toute seule, qui va s'auto-adapter à son environnement. Alors, vous avez ici... ah oui, alors... Peut-être pour ceux qui ont des chiens, moi j'ai des chiens, pour comprendre, vous prenez un chien, vous lui donnez de sa nourriture, il va répondre. Vous l'appelez, il ne va pas forcément répondre. Quand vous associez la nourriture avec la sonnette, eh bien il va se dire, tiens, je le conditionne. Ça veut dire que, tiens, quand ça sonne, j'ai potentiellement de la nourriture, et après ce conditionnement, potentiellement, il va venir. Donc là, vous allez avoir une petite vidéo très très simple d'un robot qui apprend tout seul à marcher. Alors, il se cherche. L'objectif, c'est qu'il arrive à marcher. Vous allez voir qu'en quelques secondes, voire une petite minute, tout seul, il essaye des tas de situations, et à un moment donné, il va comprendre ce qu'il faut faire pour marcher. Et combien de lignes de code pour réussir à ça? En fait, je vais vous surprendre. Avec des outils aujourd'hui et les briques, en fait, ce type de programme-là, c'est une quinzaine de lignes de code. C'est ça qui est fantastique. Je vais passer pour ne pas perdre trop de temps. Dans les applications, il y en a de partout. Alors, je répète, c'est encore quand même un monde d'experts. Donc, énormément dans la santé, dans le domaine juridique, notamment aux États-Unis. Le transport, donc les vieilles IA, le métro automatique au Japon, ça date il y a de 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la voiture autonome qui n'est pas encore opérationnelle. Il y a un cadre législatif à trouver. Internet, tout le monde connaît, les interfaces d'ordinateurs. Bien entendu, la banque, la télécom, la vente. On est capable de repérer les bons, les mauvais payeurs, d'avoir des publicités plus efficaces, de minimiser le risque sur les crédits, les fraudes, etc. La sécurité, tout ce qui tourne autour de la biométrie. L'agriculture, la pollution, les Chinois sont extrêmement en avance. En fait, les Chinois ont des modèles prédictifs de la pollution de l'air dans les grandes villes. Alors, rapidement, la notion de modèle. La performance du passé n'est pas forcément un bon prédicteur de la performance du futur. En fait, ce que je veux juste expliquer par là, ce n'est pas parce qu'on fait un apprentissage qu'on a fait une IA. Il faut tout le temps vérifier. L'apprentissage, c'est juste une relation mathématique entre une entrée et une sortie. Par exemple, Mélodie,
vous habitez au numéro 120 et vous avez une certaine taille, et moi j'habite au numéro 640, j'ai une certaine taille, on va faire un ratio, on va trouver une IA, et ça va marcher. Eh bien ça ne suffit pas. Il faut le valider. Et donc c'est pour ça qu'en fait on a besoin de contrôler, et la notion de modèle est extrêmement importante. Un bon modèle, ici c'est juste pour vulgariser. Imaginez qu'en vert ça soit une molécule toxique et en rouge une molécule non toxique, et quelque part on doit trouver une IA qui permet de décider si ma molécule est toxique ou pas toxique. Voilà, ma molécule elle est représentée sur 2 axes. Eh bien, j'ai plein de façons de trouver la frontière entre les rouges et les verts. Eh bien, je peux avoir une frontière qui est trop simple, c'est la frontière A, où je vais me tromper. Je peux avoir une frontière qui est très complexe et qui me fait tout bon sur cette base-là. Mais est-ce que c'est un bon modèle ou pas? Probablement, le modèle alternatif, ce sera le B, parce qu'il va être en capacité de généraliser. Le but du jeu, si je fais de la prédiction en bourse, c'est d'avoir la bonne prédiction. Si j'apprends toutes les situations par cœur, je n'aurai pas de bonne prédiction, je ferai fait ce qu'on appelle l'apprentissage par cœur. Et ça, ce n'est pas un bon modèle. Alors, vous allez dire, c'est quoi ce mécanisme de prédiction? Alors, ce mécanisme de prédiction, c'est juste finalement cette fameuse boîte noire dont on parlait. On sait expliquer comment marche l'apprentissage. Finalement, c'est une histoire de boutons. Et je vais aller vite sur des exemples. Donc, par exemple, je veux modéliser la taille d'un arbre versus son diamètre. Eh bien, c'est un modèle extrêmement simple. Finalement, j'ai 2 boutons. Je dis finalement, je veux trouver une relation linéaire. C'est de l'IA basique, c'est même, voilà, on pourrait presque pas parler d'IA puisque c'est enseigné depuis des années. Eh bien, finalement, j'ai une droite, on se souvient, une équation y égale x plus b. Mon a, c'est finalement la pente, et mon b, c'est finalement l'offset. Eh bien, je vais bouger tous ces boutons pour que, voilà, j'ai des exemples, des diamètres et des hauteurs. Et à un moment donné, je vais bouger tous mes boutons pour faire en sorte que, alors les points verts sont justement mes diamètres et mes hauteurs. Voilà, j'ai deux informations. Je vais bouger les boutons pour que ma courbe rouge se cale au mieux sur le vert. Eh bien, j'ai fait mon premier apprentissage supervisé. Figurez-vous que le deep learning, c'est la même chose que ça, sauf qu'au lieu d'avoir 2 boutons, j'en ai des millions. J'ai des millions, et au lieu d'avoir 15 data, j'en ai aussi des millions. Mais moi, en tant que chef d'entreprise, comment je m'en sers de toute cette intelligence? D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler vraiment d'intelligence? Est-ce que c'est l'intelligence comme l'intelligence humaine? Alors, je vais en parler tout à l'heure. Il y a 2 notions. Il y a ce qu'on appelle l'IA faible et l'IA fort. L'IA faible, c'est la répétition un petit peu de tâches, et je suis borné à mon monde. C'est-à-dire que j'apprends dans un contexte de données, exactement comme j'ai fait. Voilà. J'apprends à travers des données empiriques en entrée et en sortie, et je dis, ben voilà, tu m'apprends ça. Ben ça s'appelle de l'IA faible. Le but du jeu pour un chef d'entreprise, ce n'est pas de savoir ça, c'est de savoir à quoi ça peut me servir et quelle data j'ai. Donc, je vais en venir tout à l'heure. Alors, la partie non supervisée peut être intéressante sur des stratégies de marketing. Donc, par exemple, là, j'ai des individus qui sont qualifiés par rapport à leur âge et la notion de temps qu'ils peuvent consacrer. Voilà. Et ces gens-là, je veux les attraper. Mais je ne sais pas si ma base elle est structurée ou pas. Alors là, c'est très simple parce qu'en fait, j'ai 2 dimensions. Donc, je n'avais pas besoin d'IA pour voir qu'il y a 3 groupes qui se font. Mais quand j'ai une base avec beaucoup plus d'attributs, un espace en 10 dimensions, je ne peux pas avoir ça. Eh bien, il existe des algorithmes qui, tout seuls, permettent de faire cette décomposition. Alors ici, voici, avant de lancer, vous avez une base de données, ce sont mes points noirs. Vous voyez que ces points noirs sont uniformément représentés. Si je veux clusteriser, c'est-à-dire si je veux trouver des groupes, il faut que mes clusters, justement, représentent le fait que je suis uniformisé. Donc, une répartition à peu près égale. Donc, vous allez voir, je ne vais pas aller jusqu'au bout de la vidéo, il y a plein d'exemples avec beaucoup de données, beaucoup de clusters, et vous allez voir que tout seul, sans rien donner, tout seul, l'algorithme permet de déterminer des classes et donc de partitionner cet espace-là. C'est exactement ce qui est fait en stratégie marketing. Donc on y va, vous allez voir. Donc on commence par une petite base. Vous voyez, vous avez k égale 5, ça veut dire là je dis trouve-moi 5 clusters. J'ai 1000 individus. Là, j'ai k égale 10. On va avancer.
Voilà, k égale 20. Vous voyez que ça se répartit tout seul. Tout seul, tout seul. Là, j'augmente le nombre d'individus, mais pas la répartition. Vous voyez que toujours... Bon, on ne va pas tous les faire. Hein. Non, surtout que Mais ça l'idée, fait c'est déjà ça. une demi-heure qu'on est ensemble. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions au 07 67 00 68 61. Je te laisse continuer, Voilà, Frédéric. juste pour résumer en disant, le modèle, c'est quoi? C'est une base d'apprentissage, une base, alors suivant le vocabulaire de validation, qui permet de voir si mon modèle tient la route, et justement si je vais pouvoir faire de la bonne prédiction, et un modèle de test. Alors, je vais passer sur les algorithmes populaires. Voilà. Sur ta présentation sera disponible. Voilà. Aussi là-dessus, je voudrais juste aller sur quelque chose qui est important pour comprendre la différence entre le vieux monde et le nouveau monde, les anciens réseaux de neurones et les nouveaux réseaux de neurones. Donc, je vais passer juste pour vous dire que le deep learning aujourd'hui est en train largement de dépasser les réseaux de neurones classiques qui ont pourtant fait le succès dans les années 90. Mais aujourd'hui, on fait énormément et beaucoup plus. Et donc là, on va vers l'explosion et vous allez comprendre la différence entre les deux. Alors, voici quelque chose d'assez classique. Je veux faire une prédiction sur la reconnaissance d'un véhicule. Voilà. Est-ce que c'est une voiture, un bus, un train? Voilà, ça c'est un algorithme. Je veux mettre en place une IA parce que cette IA, si je sais faire ça, ça me rapporte de l'argent. Eh bien, dans l'ancien monde, qu'est-ce qu'on faisait? On était, en fait, avec nos stylos et nos papiers, et on allait chercher ce qui représentait une voiture à la main. Et donc après, on avait ce qu'on appelle des caractéristiques de cette voiture. Voilà, ça peut être la largeur des pneus, etc. On avait des difficultés d'ailleurs pour la mesurer. Et on envoyait ça en réseau de neurones. Le réseau profond, lui, il n'a pas besoin de ça. Il va travailler directement avec l'image d'entrée. Et le fait d'avoir énormément de couches et avec tous ces boutons à tourner, on va faire, bien sûr, on va lui demander d'apprendre. Et tout seul, il va aller chercher ce qu'on faisait à la main. Ben lui, il va le faire, mais il va faire beaucoup mieux. Et il va trouver des choses que nous-mêmes, en tant qu'experts, on raisonne très simplement, on ne pouvait pas faire. Et il va extraire des caractéristiques dites de haut niveau. Alors, c'est des systèmes en couches. Il y a énormément aujourd'hui d'architecture et il y en a toujours des architectures qui progressent. Et donc, il va tout seul détecter les caractéristiques qui font que quand je vais mettre ces caractéristiques dans un réseau multicouche d'avant, eh bien, je vais pouvoir avoir une décision. Alors, il faut énormément d'exemples pour pouvoir faire ça, mais ça marche de manière formidable et probablement, c'est pour ça que l'IA s'est démocratisée. Donc, vous avez quelques exemples qui ont été volés de chercheurs où tout simplement, voilà, vous avez une image et on est capable de dire là j'ai une personne, là j'ai un dog, etc. On est capable aussi pour une image de trouver une légende à cette image, capable de faire énormément de choses. Juste pour vous expliquer, donc j'ai trouvé cette vidéo extrêmement intéressante. Comment ça se passe nos histoires de couches? Eh bien là, voilà, c'est la détection d'un chat et pas d'un chat. Et vous voyez que, en fait, tout ce chat-là, toutes ces caractéristiques, que le réseau arrive à les trouver plus ou moins. Et il y a des caractéristiques qui viennent du chat et qui ne sont pas chats. Et à un moment donné, quand je vais les combiner, eh bien, je vais pouvoir avoir la réponse du chat. Mais ces caractéristiques-là, elles sont trouvées toutes seules. C'est ça qui fait le côté formidable. Alors, peut-être le plus intéressant... Juste pour ceux qui sont encore avides de plus d'informations sur l'IA, il y a un site qui a été mis en place. Oui, peut-être alors, que tu peux nous en parler. Oui, alors il y a 2 sites qui ont été mis en place. Il y a un site au niveau de la région en fait, qui essaie de répertorier toutes les initiatives qu'il y a dans la région, les experts, les boîtes qui font de l'IA, les centres de recherche. C'est intéressant parce qu'il y a une mine d'informations, donc il va falloir le faire vivre. Et après, il y a un site plus dédié au LabIA que je vais présenter là, juste après, où là, on va aller un petit peu plus loin dans ce qu'on fait dans l'IA et comment aussi on peut accompagner les entreprises. Donc ia-loirevallée.fr. Voilà. Alors, là, c'est moins rigolo. On va parler l'IA, voilà, il y a des requis, il n'y a pas de la magie. Vous avez bien compris que l'apprentissage automatique demande de grandes quantités de données pour fonctionner correctement.
Ça peut être, donc il y a des problématiques déjà de la donnée. Est-ce que cette donnée est intègre, etc. Donc ça, c'est déjà un point très difficile. La qualité des décisions prises par un algorithme d'IA, donc elle dépend de la qualité et de la quantité. Il n'y a pas de règle, puisque ça dépend. L'IA peut être statistiquement injuste, il faut le savoir. La capacité à prendre de bonnes décisions, effectivement, on ne sait pas régler. Il y a une grande entreprise qui avait fait une IA pour faire du recrutement. Eh bien, on s'était rendu compte que cette IA ne sélectionnait ni les dames et ni les non-français. L'intelligence artificielle a des biais. Exactement, mais l'intelligence artificielle, on parle d'IA faible. Elle ne le répète que ce qu'on lui apprend. L'algorithme ne distingue pas toujours la cause et la corrélation par sa construction mathématique. Il a quelquefois du mal à aller au-delà du cadre dans lequel on lui a appris. Il n'a pas la même représentation du monde. Sa capacité d'adaptation hors des règles est très loin de ce que fait la condition du cerveau humain. On vise l'IA fort, mais on n'y est pas encore. Voilà, alors j'ai fait un exemple tout bête. Si on apprend un algorithme qui est capable, en l'entraînant, de travailler avec les nombres de 1 à 5, et à un moment donné, donc il est super fort là-dedans. Mais quelque part, on lui balance un nombre qui est hors de ce qu'on lui a appris, hors du domaine. Il va avoir potentiellement du mal à extrapoler. Alors peut-être que cet exemple n'est pas le meilleur, mais en tout cas, c'est comme ça. Donc, en fait, il est prétentieux d'attribuer des vertus trop grandes aux algorithmes d'apprentissage automatique. Voilà. Bon, l'exemple de la voiture autonome, elle pose débat, en fait. Aujourd'hui, on sait faire beaucoup de choses. Voilà. Elle pose des débats juridiques, de responsabilité. Bon, je pensais intéressant de la mettre en évidence. En fait, la voiture, elle est bourrée de capteurs et elle apprend dans son environnement. Mais à un moment donné, si on doit décider, est-ce que je tue le conducteur, est-ce que je tue le chat ou la grand-mère, qu'est-ce que je fais, qui est responsable, on ne sait pas où aller. Voilà. Donc ça, c'était juste pour... Alors, les vraies difficultés, c'est le passage du labo, du proto à l'échelle industrielle. Ce n'est pas toujours facile. C'est pas suffisant d'avoir un outil. Il faut s'approprier ce qu'il y a derrière l'IA. Et ça veut dire quoi, un labo, un proto en matière d'IA? Un proto, quand on a un produit, on voit bien à quoi ça peut ressembler, mais en matière d'IA, qu'est-ce que c'est? Oui, en proto, c'est potentiellement de ne pas utiliser toute la masse de données que j'ai, de mettre en évidence le fait que je sais remonter de la data, qu'elle est à peu près intègre, et que je commence à avoir des petits modèles qui commencent à parler sans dépenser trop d'argent, et en allant assez vite, je peux regarder une visualiser. Donc prototyper, ça veut dire simplement, je ne vais pas faire sur un truc où j'appuie sur le bouton, ça marche, mais de manière artisanale, je vais voir qu'avec mes données, je peux faire quelque chose. Et que ce quelque chose, potentiellement, peut m'amener du business. Et là, je vais dire, maintenant, je vais aller à l'industrialisation. Et donc là, je vais aller beaucoup plus loin. Voilà. Alors, la bonne démarche, qui est le plus important, finalement. L'IA, ce n'est quelque part qu'un outil. C'est d'identifier le besoin et l'adéquation de l'IA en tant que solution. C'est quoi mon besoin? C'est quoi? Qu'est-ce qui peut me faire gagner de l'argent? Comment identifier un problème aléatoire? Bon, là, ça va un peu plus dans la science. A-t-on des datas? A-t-on du savoir-faire? A-t-on les deux? Si j'en ai pas, est-ce que le fait d'en avoir peut me permettre de gagner de l'argent? Sans data et expertise, il y a peu de chances de développer une IA. Donc, il faut diagnostiquer, il faut auditer. Mais surtout, il faut comprendre le développement de l'entreprise. Il y a souvent beaucoup plus de travail pour récupérer et rendre utilisable la data, j'en parlerai rapidement tout à l'heure, pour faire la partie machine learning, qui est vraiment la plus rigolote. Alors, un schéma un peu qui est connu de beaucoup de monde, quand on veut discuter avec une entité qui a envie de faire de l'IA, d'abord, on va cadrer, ça veut dire on va essayer de comprendre justement ce qui se passe, analyser le besoin, probablement le plus important. Ce qui est décevant, c'est qu'après, une fois qu'on a compris ça, on va faire un travail qui n'est pas intéressant, mais qui va consister à comprendre finalement cette data, la préparer. Et vous voyez les pourcentages, le cadrage, c'est quand même important, 10% du temps. 60% pour savoir si la donnée que j'ai, c'est la bonne donnée, quelque part, ou je sais la faire remonter. On va parler des métriques. Comment je mesure que mon IA m'apporte quelque chose? C'est 10%. Et finalement, l'expérimentation et le POC, ou ce qu'on appelle l'analytics, où tout ce que je vous ai montré, les réseaux de neurones, etc., vont s'appliquer, finalement, ça reprend 20% du temps. Voilà. Et après, je peux parler... Est-ce qu'en termes de coût, on est aussi dans les mêmes proportions
60% sur 60-70% sur la phase aval et puis après Tout dépend de la compétence interne de l'entreprise. Si l'entreprise veut tout sous-traiter, eh bien ça peut, voilà, il n'y a pas de raison que l'un ou l'autre soit plus cher. Maintenant, potentiellement dans l'entreprise, il y a des informaticiens qui sont capables peut-être, à partir d'un cahier des charges, de faire remonter la data telle qu'elle serait utilisable pour faire de l'IA. Alors, cet histogramme est intéressant. Donc, je l'ai piqué à un collègue espagnol qui est un ponte dans le domaine, qui a présenté ça, mais on retrouve à peu près l'objectif, vous voyez, à gauche, la préparation de la data, voilà, qui est, alors lui, il a mis 50 ou un peu plus de 50%, vous voyez, moi j'étais à 60%, parce qu'après, tout ça, ça se recouvre, hein. Et finalement, le reste, c'est minoritaire. Donc, maîtriser toute cette chaîne est souvent ambitieux. Il est assez difficile souvent de savoir qu'est-ce qu'il faut optimiser et comment incorporer réellement du machine learning dans le système de production et la métrique, comment la valeur sera mesurée. Mais ça, la valeur, il faut qu'on puisse le faire en amont. Ça ne sert à rien de se lancer dans l'IA si on n'est pas capable de mesurer sa performance. Voilà, alors, pour conclure cette partie, l'IA faible, finalement, pour simplifier, on apprend dans un contexte maîtrisé, on sait simuler les tâches humaines, on y est. On a des entrées et des sorties, on est dans un contexte, cet apprentissage supervisé, non supervisé. Voilà. Et donc là, on a une boîte noire qui est capable de simuler. L'IA fort, ça va un peu plus loin. Celui-là, il est un peu plus dangereux, on n'y est pas. C'est une IA qu'on ne pourrait presque pas comprendre. Alors, juste quand même pour dire qu'en 2020, Google a passé le test de Turing. C'est quoi ce test de Turing? C'est qu'en fait, on n'a pas pu dissocier un robot d'un humain dans une conversation téléphonique. Est-ce que c'est rassurant, ça? Eh bien, on a de quoi se poser des questions. Donc, c'est des questions que je ne maîtrise pas forcément personnellement, parce que ça dépasse la science. Mais là, quelque part, on a potentiellement une IA qui peut aller nous confondre. Et justement, au-delà de ce test de Turing, il y a une révolution aujourd'hui dans les réseaux de neurones autour de ce qu'on appelle les réseaux antagonistes génératifs. Alors, il faudrait faire un cours entier là-dessus. C'est révolutionnaire. On est capable de créer des faux discours, des faux personnages et des fausses images. Et donc là, on commence à toucher un petit peu ce que pourrait être l'IA fort. Et là, ça devient dangereux, effectivement. D'où la réglementation qui se met en place. Voilà. J'ai hésité à présenter un début de cours qui a été présenté aux étudiants du MIT, où c'est Barack Obama qui fait l'introduction du cours. Voilà. Alors que ce n'était pas lui. Exactement. Et c'est de l'IA. Donc, les challenges aujourd'hui, ce sont, alors au-delà de continuer à progresser, ce sont les systèmes explicables, beaucoup moins consommateurs. Et il y a d'autres challenges, mais ceux-là sont vraiment importants. Alors tout ça, c'est bien joli, on y voit un peu plus clair. Enfin, il y a encore beaucoup de vocabulaire quand même à intégrer. Hein. C'est pas simple. Comment est-ce qu'on fait concrètement quand on est entrepreneur et qu'on souhaite je dirais, pouvoir exploiter toutes ces technologies et puis, comme je disais en introduction, créer de la valeur pour son entreprise? Voilà. Alors c'est un petit peu cette réflexion qui nous a mené à créer le Lab IA Loire-Vallée. Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait un gap entre les experts, les gens dans le monde de la recherche, des grandes boîtes qui se payaient des ingénieurs, des data scientists, les GAFA, qui sont très en avance, et finalement, tout le monde utilise l'IA, mais finalement, peu ont accès parce qu'il y avait deux soucis. Tout le monde est intéressé, tout le monde ne sait pas comment commencer, et peu de monde finalement est prêt à investir. Voilà. Donc l'idée du Lab IA Loire-Vallée, c'était parti un petit peu de là. Comment on peut faire? Comment on peut faire? Eh bien, on a essayé de créer, avec tout l'écosystème régional, un outil, une espèce de Fab Lab de la data, on peut l'appeler comme on veut, ou un centre de ressources, une plateforme pour expérimenter et intégrer l'IA dans les petites et moyennes entreprises, dans les grandes aussi, et surtout offrir un bouquet de services complémentaires aux offres de nos écosystèmes régionaux. Alors l'idée, c'est quoi? C'est justement tout ce que tu poses comme question. C'est informer, mais réellement, conseiller, guider, afin qu'ils puissent imaginer, explorer et prototyper par eux-mêmes les solutions. En fait, l'idée, c'est de dire, oui, on peut jouer le rôle de prestataire pour faire un prototype, mais surtout, ce qu'on voudrait, c'est que cette IA soit appropriée et sentie. Parce que quand on la sent, en fait, on arrive mieux
quand on sait ce qu'il y a derrière, on arrive mieux à imaginer ce que ça pourrait faire. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'imaginent même pas ce qu'ils pourraient faire. Et nous, on ne connaît pas non plus tous les besoins. Est-ce que ça veut dire que du coup, pour accéder à ce centre de ressources, il faut avoir des équipes en interne ou est-ce que non, pas forcément? Justement, on a essayé de créer un outil à tiroir avec deux... C'est un outil, effectivement, où il y a des prestations, mais qui a un but non lucratif, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à faire de l'argent. Voilà. Et l'idée, c'est le premier niveau, informer et conseiller. C'est un petit peu ce que j'ai fait multiplié par N, parce qu'il faut un peu plus de temps pour expliquer. Mais c'est comprendre, c'est s'approprier. Une entreprise qui a déjà des experts, qui ne sont pas complètement experts, mais qui veulent optimiser une IA, peut-être on va pouvoir les aider à aller plus loin. C'est vraiment une offre à tiroir. Et justement, le parcours et le contrat, il est personnalisé. Voilà. Donc, on a voulu aussi le faire avec l'ensemble de l'écosystème des ECN, des startups, l'écosystème de la formation et de la recherche, des entreprises clientes, et aussi l'écosystème institutionnel. Ça veut dire qu'on ne prétend pas tout savoir faire, voilà, mais on peut aller chercher des experts informatiques ou même de l'IA sur des technologies qu'on ne connaît pas. Et le but du jeu, c'est justement d'apporter une réponse. C'est vraiment ça. Et donc, on y arrive. Ça se traduit comment? Ça se traduit par des offres à service à façon. C'est-à-dire qu'en gros, potentiellement, je peux avoir, par du clustering, du non supervisé, maintenant qu'on connaît, je peux avoir des gens qui se ressemblent dans leurs besoins. Mais l'idée, c'est d'avoir vraiment une offre à façon, d'avoir un accompagnement sur mesure, avec de la formation qui va de la sensibilisation à beaucoup plus loin, qui peut aller jusqu'à aussi conseiller des formations. Voilà. Des prestations de premier niveau, une espèce de maquette qui est encore plus bas que le prototype, ou un prototype avec un premier workflow, voilà. De l'accompagnement, donc en amont, la réflexion stratégique, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Le premier niveau, une recherche exploratoire, on ne peut pas faire sans. Le deuxième niveau, on commence à faire des petites choses et ça peut donner, on va dire, un degré d'optimisme, quelques indicateurs de dire « ouh, ça va peut-être le faire ». Après, on peut aller sur la mise en place d'une offre de prestation externalisée si on a avancé et que le prototype part pour l'industrialiser avec nos collègues. On ne cherche pas à faire de l'industrialisation. On cherche réellement à aider l'écosystème régional et en aval, potentiellement aussi, faciliter cet accès au monde académique. Si, par exemple, on a une problématique qui peut ramener de l'argent à une entreprise, sauf qu'il y a un verrou scientifique qu'on a pu détecter. Eh bien, ce ne sont ni les ESN, ni nous qui allons le faire. Par contre, on a des collègues universitaires à Tours, Orléans et dans toutes les grandes villes de la région qui ont ces spécificités. On peut monter un dossier chiffre, par exemple. Ça peut être aussi l'industrialisation par une société, collègue, qui va industrialiser, qui va prendre ce qui a été fait par le proto, potentiellement qui ne va pas tout démonter, mais qui va reprendre. On sait qu'il y a quelque chose. Et là, on aura moins peur d'investir. Donc c'est tout ça qui est... Voilà. Donc là, il y a un peu plus de détails. Donc, pour répondre à la question, c'est quel que soit le niveau d'avancement du projet. C'est-à-dire que je ne sais rien, j'ai envie de démarrer. Ou potentiellement, j'ai ma société où j'ai pas mal d'informaticiens, des gens très intelligents, mais qui ne connaissent pas ce monde-là. Ils veulent tous monter en compétences. Eh bien, on va créer un parcours justement pour monter en compétences. Ou j'ai un projet d'IA qui est bien identifié, parce que je sais que ça me rapporte de l'argent, et là, je vais avoir du soutien. Donc voilà, juste pour dire qu'il y a une enquête qui a été réalisée pour pouvoir lancer cette initiative, que ça ne s'est pas fait au hasard, justement, qu'il y a eu un certain nombre d'étapes, et aujourd'hui, voilà, le financement, c'est pas... Alors, on l'a localisé, cet outil, au niveau du Labo Village by CA, voilà, tout comme le Crédit Industrie, tout comme l'Industrie Lab, la Wildcat, c'est un outil, voilà, mais qui est ouvert, on va dire, à tout l'écosystème régional. Alors peut-être pour synthétiser, dire que l'idée c'est de recevoir toutes les questions sur la valorisation des données. Voilà, il n'y a pas de mauvaises questions, de sensibiliser à différents niveaux, obtenir des conseils en adéquation réellement aux problématiques, et surtout, si on sent qu'il y a quelque chose, c'est d'avoir un accompagnement personnalisé et sur mesure. Voilà. Effectivement, des prestations qui peuvent être en rapport avec la problématique. Alors, le mieux, c'est peut-être de voir avec une entreprise que tu as accompagnée sur la question de l'IA. Eh bien, je ne sais pas si la magie du direct va nous permettre
d'avoir en ligne Noura Bari Voilà, de Carbon Saver. Typiquement, c'est une entreprise avec qui on a commencé à discuter. On est dans les premières phases de discussion et on espère qu'on va aller beaucoup plus loin. Voilà, merci. Noura, bonjour. Bonjour à tous. Super, on t'entend très bien. Donc Noura, on a le plaisir avec Frédéric de t'accompagner depuis quelques temps maintenant. Tu t'es implanté récemment au labo. Est-ce que tu peux juste rapidement présenter ta société, puis après expliquer un petit peu, toi voilà, en tant qu'entrepreneur, comment tu as vécu cet accompagnement en personne par Frédéric? Des discussions préliminaires. On est en discussion préliminaire, voilà. Très concrètement, peut-être que Frédéric, si tu peux avancer les slides. Vas-y, on t'écoute, Noura. Oui, donc Carbon Saver, en fait, c'est une start-up qui a été créée en novembre 2020, donc qui est toute récente. Et le projet, en fait, nous y travaillons depuis déjà bientôt 2 ans, justement parce qu'il est complexe, qu'il nécessite notamment de l'intelligence artificielle et que ce n'est pas notre spécialité au sein de l'équipe au départ. Et nous avons tout naturellement fait appel à Frédéric Ross, ses équipes, au Labia qui était encore naissant, justement pour trouver une solution pour nous permettre de passer ce verrou technologique qu'est l'intelligence artificielle et qui est intrinsèquement lié aux besoins de notre projet en fait. D'accord. Sans lien, notre projet ne peut pas concrètement, exister. l'IA pour Carbon Saver, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente et quel est l'enjeu pour toi? D'accord. Donc Carbon Saver, son but, c'est d'aider l'architecte à éco-concevoir. Donc ça veut dire dessiner des projets plus propres, pour résumer, avec des choix de matériaux plus vertueux et des bâtiments qui, dans le temps, auront un effet beaucoup plus positif dans leur environnement, que ce soit en termes de consommation, comme en termes de déchets, le jour où on doit les démanteler, parce qu'on aura fait les bons choix dès le départ. Donc l'éco-conception, le but, c'est que dès la conception d'un projet, on fasse les bons choix. Et pour que Carbon Saver aide véritablement l'architecte, et l'aide à gagner du temps aussi et pas à devenir un obstacle supplémentaire dans les différentes tâches qu'il doit mener, il était indispensable que Carbon Saver soit capable de comprendre ce qu'il y avait dans le plan de l'architecte pour lui suggérer justement les bonnes solutions au bon endroit et au bon moment. Et c'est là en fait que l'intelligence intervient. L'intelligence artificielle, parce que comprendre un plan, même s'il existe des normes de dessin techniques, architecturales, chaque architecte a ses petites variantes, a ses petites manies, des annotations, etc. Si bien qu'un algorithme standard ne peut pas reconnaître si une cuisine est équipée d'un four ou pas, de plaques de cuisson et que sais-je. Donc vraiment, l'intelligence artificielle, elle intervient justement dans notre situation parce que nous avons quelque chose qui est, on va dire, techniquement, en théorie, qui est standardisé, mais de fait, 2 experts n'auront pas forcément la même lecture d'un plan. Et c'est là que l'IA intervient, justement. Pour faire un parallèle, c'est ce que Frédéric Ross disait, ça ressemble un peu à ce qui s'est fait dans l'imagerie médicale, avec la capacité à détecter des cancers, par exemple, sur des IRM, que 2 experts médecins n'auraient pas interprété de la même manière. Et en conjuguant tous ces savoirs, on arrive à créer un algorithme qui est capable de faire mieux, tout simplement. Frédéric, tu voulais... Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, dans les discussions, nous, on a eu à comprendre le métier, un petit peu le métier et la problématique en fait de l'entreprise, et après de voir justement, est-ce que l'expert justement est capable, on va prendre la cuisine, voilà. Bien en fait, juste par de l'analyse d'image, on n'est pas capable de repérer tous les éléments. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des éléments qui sont en fait l'un à côté de l'autre et d'autres qui ne peuvent pas être. Mais ça, l'expert, lui, est capable de le faire, mais un simple algorithme ne peut pas le faire. Parce que je ne peux pas, sur l'analyse de la forme ou de la taille, je ne peux pas décider. Et justement, c'est comment intégrer cette intelligence, c'est potentiellement de l'hybride d'ailleurs dans l'intelligence, à la fois de la data. Et donc, c'est d'ailleurs, voilà, il faut qu'on arrive à créer une première base. On parle de prototype, en fait, d'avoir une base de 300 images dans lequel on va labelliser, vous voyez, comme les chiens et les chats, on va labelliser les éléments. Et on va regarder aussi, on va aller chercher l'expert pour qu'il nous explique, lui, comment il fait. Et donc, sans dépenser trop d'argent, parce qu'on va utiliser sûrement un étudiant, un petit peu d'expertise, etc., on va pouvoir commencer à prototyper et voir si on sent le truc. Quelque part, on sent un peu le truc parce qu'il y a des choses beaucoup plus compliquées. Mais il faut se méfier. Il faut se méfier parce que, justement, toute cette spécificité et cette expertise, eh bien, aujourd'hui, on ne sait pas quelle est la connaissance qu'on va générer par la data et quelle est la connaissance de l'expert qu'on va utiliser.
potentiellement, ça sera un peu entre les deux. Mais voilà, on en est là, on en est au début. Et donc là, c'est là où j'ai envie de dire l'appui du financement public, avec le financement du PIA que vous avez obtenu pour le montage du Labia, vous permet de passer du temps avec les entrepreneurs pour bien comprendre leurs problématiques, bien travailler, faire mûrir toutes ces phases amont. Oui, alors la partie amont pour l'instant, par exemple, mon temps, aujourd'hui, il n'a jamais été facturé. Voilà, donc à un moment donné, le Labia, il va devoir facturer, mais dans le modèle économique du Labia, le but, ce n'est pas de faire de l'argent, c'est juste qu'il puisse vivre. D'accord? Et de toute façon, on n'ira pas vers la solution industrielle, donc on n'est pas en concurrence avec les autres. Mais le but du jeu, ça va être justement un stagiaire, par exemple. Voilà, si je prends un consultant, on va dire expérimenté, en région parisienne, il va facturer 1 500 à 2 000 € la journée. Donc ça veut dire qu'en gros, 5 jours d'accompagnement, vous avez vu ce que ça fait. Probablement, avec le Labia, on va pouvoir avoir un stagiaire pendant 6 mois qui va coûter 3 000 à 4 000 €, qui va travailler pendant 6 mois, et potentiellement quelques jours d'expertise pour arriver à débroussailler le problème. Vous voyez, de suite, on ne parle pas de la même chose. Bien sûr. Et toi, Noura, je pense que, alors même si le Labia n'existait pas encore au moment où tu as rencontré Frédéric, tu as été un petit peu le prototypage, un peu de. C'est ça, c'était le Labia avant le Labia, presque, la manière dont on a collaboré. En tant qu'entrepreneur, ça t'a aussi aidé à construire ton business plan, tes modèles de financement, bien chiffrés. Je sais que tu es en ce moment en pleine campagne de financement participatif. C'est aussi ça l'apport de valeur pour vous? Ah oui, c'est primordial parce que finalement, lorsqu'on arrive et qu'on dit qu'on va faire un projet qui contient de l'IA, que ça va être génial et que ça va fonctionner, la première question c'est ah bon, et comment vous allez faire, avec qui, si personne n'a réussi avant, pourquoi vous allez y arriver? Et là, quand on arrive avec des arguments en expliquant que bah non, tout va bien, on travaille avec des spécialistes, on a étudié ensemble la faisabilité et on sait maintenant que ce n'est qu'une question de moyens et de temps. Bah, là, on devient crédible aussi bien pour des financeurs que pour des partenaires potentiels. Même pour le recrutement, par exemple, au sein de la start-up, aujourd'hui, j'ai pu recruter des profils que je n'aurais peut-être pas pu recruter si je n'avais pas cette crédibilité-là. Je vais reprendre l'analogie avec la médecine. On est un petit peu de la même analogie. Parce que aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'en médecine, on n'a pas des milliards d'exemples ou des millions d'exemples. Même, en fait, on a l'expertise qui sert réellement à guider comment on va construire le système d'apprentissage. Et là, c'est exactement la même chose. On a des experts métiers. Ces experts métiers, en fait, ont du savoir. Et ce savoir, il faut absolument l'utiliser. Et donc en médecine, si on a réussi à faire, on dit aujourd'hui qu'on a réussi à faire des systèmes de détection de maladies dans les cerveaux ou de cancer du sein, etc. Mais on s'est basé sur cette expertise. Après, la donnée, bien sûr, elle aide. Mais cette expertise, parce que justement, ce savoir-faire, et c'est comment je fais entre les deux qui va faire que j'ai quelque chose qui sort du commun et que je ne pouvais pas faire avant. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a rempli le contrat. Il est pile 16 heures. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter tous les deux? Eh bien, j'ajouterais que je suis ravie de cette collaboration et elle est partie pour durer, je le crois. Et puis, évidemment, toute personne est la bienvenue sur wedogood.co/carbonsaver pour participer à notre financement. Merci. Alors, je vois arriver une dernière question sur l'open data. Alors, ce n'était pas tout à fait le sujet du jour. Du coup, aujourd'hui, si on a des questions en matière d'open data, qui peut nous accompagner? Est-ce que ça fait partie de ce que fait le Labia ou est-ce que… Alors, le Labia, ce n'est pas forcément sa spécialité, mais à un moment donné, alors moi j'ai travaillé avec une start-up qui utilisait l'open data sans forcément être un acteur de cette open data. Le but du jeu, c'est qu'avec le Labia, on a le réseau des réseaux. Et donc, moi, je connais des acteurs en région qui sont plus spécialisés dans l'open data. Et donc, forcément, ça fait partie du conseil, même si ce n'est pas un conseil de premier niveau, c'est, on va dire, un conseil en double itération. On va aller les chercher parce qu'il y a des gens qui connaissent bien l'open data. Nous, on n'est pas experts de l'open data. Par contre, on peut être utilisateur de l'open data. J'ai envie de dire qu'on est aussi…
des acteurs du développement économique. Et de toute façon, à partir du moment où une entreprise nous pose une question, on essaye dans la mesure du possible de faire jouer nos réseaux pour y répondre. Et c'est pour ça qu'aussi, on en parlera jeudi. On est en train de réfléchir à un projet encore plus large autour, alors l'IA bien sûr en fera partie, mais tous les sujets de transformation numérique qu'on abordera jeudi avec le European Digital Innovation Hub. Merci Noura, merci Frédéric. J'espère qu'en tout cas cet atelier vous aura intéressé. Vous pourrez bien sûr le revisionner sur la chaîne YouTube de la région Centre-Val de Loire, mais aussi sur le site dédié des Human Tech Days. Les prochains rendez-vous, donc on parlera demain de numérique au service de la résilience des territoires le matin, de la digitalisation de la formation l'après-midi, et puis jeudi, nous parlerons de ressources humaines et numériques, du fameux European Digital Innovation Hub, centre de ressources sur la transformation numérique. Donc j'aurai le plaisir d'animer cette session. Et enfin, nous terminerons avec 2 sujets très importants, les femmes dans le numérique, et oui, elles sont là, et la cybersécurité, c'est un sujet malheureusement d'actualité. Merci à tous et à bientôt.